Chers collègues, chers amis, bonjour. Je suis Francis Wolf, le directeur du département de philosophie. Et ce colloque aurait dû être ouvert par Madame la directrice de l'école normale supérieure, mais qui, étant empêchée, vous prie de bien vouloir l'en excuser. Et donc, ces mots de bienvenue seront aussi bien de la direction de l'école que du département de philosophie que j'ai l'honneur de diriger. Je dis mots de bienvenue. Comment faire autrement, comment dire autrement une ouverture à un colloque Sartre à l'école normale supérieure. Il ne serait pas décent de prétendre ouvrir un colloque Sartre au sens fort du terme. Il ne serait encore moins question que l'école ou que le département de philosophie ou le département de littérature rendent hommage à Sartre par ce colloque qui ajoutera peut-être minimalement un peu de gloire à Sartre, mais il est clair que c'est plutôt sa présence ici qui renforce la gloire, s'il en était une, de l'école normale supérieure. Avec Sartre, en effet, on a affaire un petit peu à une sorte d'inversion des valeurs ordinaires, je crois. D'habitude, on a les êtres ordinaires, comme vous et moi, on tente de les valoriser symboliquement, en disant par exemple qu'ils sont de l'école normale supérieure. Dans le cas de Sartre, l'inversion s'est produite. On valorise l'école normale supérieure en disant d'elle que c'est l'école de Sartre. Et quand c'est presque devenu même un syntagme figé. Ah oui, l'école de Sartre. J'en veux quelques signes. Lorsqu'il y a environ une dizaine d'années, les éditions Gallimard ont confié à Nicole Masson l'idée de faire un petit livre de découverte Gallimard consacré à l'école normale supérieure. Il a été titré ou sous-titré « Les chemins de la liberté ». Alors ça convenait certes à l'école normale supérieure dans ce qu'elle prétend être, mais ça c'était un clin d'œil aussi qu'elle se revendiquait, qu'elle avait acquis, ou qu'elle croyait avoir acquis le droit de s'intituler ainsi, je veux dire ainsi, Chemin de la liberté ou École de Sartre. Lorsqu'il y a un peu moins longtemps, l'école normale supérieure a décidé d'ouvrir un recrutement international en faisant des affiches qui montraient son désir d'ouverture internationale. Eh bien, les affiches qui furent placardées au nom de cette sélection, de ce concours, sur les murs des universités de Pékin, de New York, de Princeton, de Cambridge ou de Tokyo, furent la reproduction, j'allais dire valorisée, non, varolisée cette fois-ci, varolisée à l'infini, comme une sorte d'icône à la Marilyn Monroe du portrait de Jean-Paul Sartre. Bon, l'école décidément identifiait son image, voulait que l'image qu'elle donna d'elle fût celle de Sartre. Y a-t-il là récupération de sa part? Oui, évidemment, sans doute. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute à celui qui refusait les honneurs qu'indisposaient les icônes. Ces hommages et ces récupérations auraient sans doute tiré au mieux un sourire amusé. Mais je crois qu'il aurait pardonné à l'école, puisque il a aimé cette école. Il a écrit, je le cite, « À l'école, j'étais tout, j'étais l'avenir, tous les Socrates, j'avais par la lecture toutes les conditions, j'avais un titre dont j'étais fier, normalien. » Bon. Alors après tout, s'il fut fier d'être normalien, il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas fiers que cette école soit sartrienne, tant il incarne, je crois, un certain esprit que nous ne voulons pas mort, une certaine façon d'être sérieux sans se prendre au sérieux, une certaine façon d'aimer les lettres, la philosophie, l'histoire, la lecture et l'écriture, et de les aimer ensemble, c'est-à-dire de vouloir, et c'est l'esprit que, en tout cas, dans les départements littéraires, et les collègues seront là pour en témoigner, philosophes et littéraires, comme on dit,
une façon de ne pas vouloir séparer complètement ces disciplines qui ailleurs, ces disciplines si c'en est, ces modes de penser et d'écrire qui ailleurs le plus souvent sont distincts au point de relever de facultés distinctes. Et j'entends de facultés avec dans les deux sens du terme. Eh bien ça c'est peut-être encore très sartrien, de vouloir de décider d'être toujours entre deux choix, non par hésitation ou par doute, mais parce que pour mieux en nier l'alternative, pour mieux les embrasser du même geste. Alors, ce colloque a été conçu par Frédéric Worms, qui dirige au département de philosophie un centre de recherche extrêmement actif, le Centre international d'études de la philosophie contemporaine, et par Michel Murat, qui dirige à l'École normale supérieure le département de littérature. Ils diront dans un instant que leur collaboration fut exemplaire. Ils seront tenus de le dire, mais moi je ne suis pas tenu de le dire et je peux vous le, je peux en attester. Il faut évidemment se réjouir que cette première collaboration, qui est loin sans doute d'être la dernière, se fasse à l'occasion de ce colloque Sartre. Alors, Sartre disait de la biographie, on entre dans un mort comme dans un moulin. C'est dire que je crois que toutes les façons que nous pouvons en parler, que nous pouvons avoir encore de le lire, sont légitimes. Je me contenterai de relever un regret que beaucoup de mes collègues partagent sans doute, le regret que peu de normaliens aujourd'hui lisent Sartre en philosophe. Il n'y a aucune raison de le cacher. Sans doute parce qu'ils l'ont lu trop tôt, trop vite, trop jeune. Sans doute parce que Sartre, l'homme, le personnage, l'icône, fait pour eux de l'ombre non pas à ses œuvres, qui se lisent plus que jamais en France et dans le monde, mais à sa pensée ou à sa philosophie. Et l'idée trop souvent répandue que elle ne doit sa teneur philosophique ou sa profondeur qu'à ce qu'elle doit à la pensée allemande. Il suffit de relire quelques passages de ses œuvres les plus importantes, de l'imagination à la critique de la dialectique, pour voir qu'il n'en est rien et qu'elle conserve encore aujourd'hui une fraîcheur dont nous voudrions que plus souvent les jeunes générations la partagent. Alors, je terminerai en souhaitant évidemment que ce colloque soit le plus fructueux possible et que Sartre lui-même, comme il le disait dans les mots, soit ici absent mais en chair et en os. Je passe la parole. Ouais. Michel, tu veux dire quelque chose ? Merci Francis Wolff. Donc, je dirais moi-même quelques mots ici en tant que co-organisateur du colloque, enfin organisateur en second, disons, du colloque avec Frédéric Worms. D'abord pour relever une sorte de paradoxe amusant que je n'avais pas pensé avant de poser, d'arriver dans cette salle, c'est que j'ai fait ma carrière, enfin j'ai commencé ma carrière comme spécialiste de Gracq. Encore un élève de l'école normale supérieure, un élève illustre de l'école normale supérieure. Gracq prononçait dans cette même salle du CERN en 1960 une conférence intitulée « Pourquoi la littérature respire mal ?», conférence qui était dans une assez large mesure dirigée, même frontalement, contre Sartre et accessoirement contre le nouveau roman. Gracq incarnait à ce moment-là une conception de l'autonomie, une résistance au nom de l'autonomie de la littérature. Et au fond, en tant que grackien, je ne devrais pas organiser ici un colloque littérature et philosophie sur Sartre. Mais depuis, j'ai fait d'autres choses et je me suis préoccupé, c'est une des raisons que je voudrais souligner, je me suis préoccupé du devenir des études littéraires et avec d'autres, j'ai déploré la tendance que les études littéraires avaient connue dans les années
disons après les années 70-80, dans une phase post-structuralisme, à se refermer sur elle-même. C'est selon un syndrome que j'ai appelé celui de la littérature restreinte à la littérarité. La conséquence, c'est que nous avons, et je dis nous au nom des, je dirais, départements d'études littéraires, en particulier en France, nous avons désappris à lire ce qu'on appelait autrefois les textes d'idées. Et quand nous les lisons, nous avons tendance à les lire presque uniquement comme des textes de diction et non pas comme des textes de pensée. Je crois que c'est là une chose néfaste et que nous devons lutter contre cette tendance et rouvrir donc notre réflexion en la faisant dialoguer avec les philosophes, d'abord avec les philosophes pour ce type d'écrivain. Je me réjouis particulièrement donc de la possibilité de travailler ici avec Frédéric Worms, qui est comme moi une espèce d'hybride universitaire école normale. Moi-même je suis encore à Paris 4 tout en étant ici à l'ENS. Lui est à Lille 3 tout en étant ici, et c'est aussi un signe d'ouverture institutionnelle. Frédéric Worms est spécialiste de la philosophie française, donc de la philosophie du XXe siècle, et avec lui nous avons au fond d'immenses terrains à parcourir ensemble. Sartre est le premier, mais la semaine prochaine nous récidivons avec un colloque sur Raymond Aron, encore un élève de l'école normale, et encore un centenaire, il faut le dire, parce que c'est vrai que Sartre et Aron sont victimes de leur commémoration. Donc nous nous livrerons à cet exercice socialement convenu, mais toujours dont on peut toujours tirer un parti intelligent. C'est ce que nous essaierons de faire pour Aron, et Frédéric Worms parlera justement, entre autres, des deux thèses, celle de Sartre et celle d'Aron. Et nous avons décidé de continuer ces rendez-vous, de nous donner un rendez-vous annuel entre littérature, c'est-à-dire entre le département littéraire de l'ENS et le département de philosophie, autour d'un de ces auteurs que nous pouvons nous partager, sans le tirer chacun par une manche. L'année prochaine, donc, nous essaierons de lire ensemble Camus. Et l'année d'après, si Dieu nous prête vie, Malraux. Sartre, Camus, Malraux font partie de ces auteurs majeurs qui sont aussi dont la réévaluation ou la présence ne va pas sans accident ou sans contre-coup. C'est peut-être plus vrai à l'heure actuelle pour Camus ou même pour Malraux que pour Sartre, dont la présence s'est affirmée ces derniers temps avec vigueur. Et il y aurait encore beaucoup d'écrivains pour une suite possible de ces rencontres. Voilà, je terminerai là-dessus en remerciant Frédéric, en soulignant que c'est lui qui a presque tout fait, comme dans les bons colloques, ce sont ceux que les autres organisent à votre place, et pour lesquels on ne fait que s'asseoir à la table de présidence pour dire les premiers mots et s'arrêter aussitôt comme je fais. Il est éteint. Ok, merci. J'ai carrément le micro-cravate. C'est bon ? Oui, oui, je crois que ça va. Ben, merci beaucoup. Je vais prendre la parole d'abord aussi, moi aussi, pour remercier et rappeler les différentes dettes dont est entourée cette journée, ces deux journées, ce colloque, avant de l'ouvrir par mon propre exposé. D'abord, donc, je voudrais remercier l'école normale d'avoir voulu non seulement participer au centenaire de Sartre, qui par une sorte de mécanisme ou d'automatisme, mais d'y inscrire une sorte de singularité, notamment à travers la collaboration qui vient d'être évoquée déjà par Francis Wolff et par Michel Murat, entre littéraires et philosophes, collaboration, au fond, ou unité et dualité, qui sera d'ailleurs, au fond, dont j'aurais reparlé dans mon propre exposé, mais à laquelle Sartre nous oblige, plutôt qu'il nous oblige à ne pas oublier, et qui peut être une dualité et une unité, donc une relation absolument fondamentale pour les uns et pour les autres.
Donc cette singularité, à laquelle d'ailleurs toute la direction de l'école avait été sensible dès le départ. Je rappelle également que cette journée prend sa place dans une série de journées qui font partie d'un séminaire interuniversitaire auquel collaborent l'Université de Lille 3 et 2 universités belges, l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Liège, qui est fortement représentée aujourd'hui. Nos collègues bruxellois n'ayant pas pu venir, mais au fond, c'est aussi dans la suite de ces journées. Il y a déjà eu une journée à Lille et une journée à Liège dans le cadre de ce même thème, que je rappelle aussi, de l'être et le néant à la critique de la raison dialectique. On a beaucoup tenu, et les uns et les autres en sont très conscients, non seulement à rappeler les grands livres de philosophie de Sartre. Alors je ne sais pas si c'est une thèse, hein, l'être et le néant. Il n'a jamais soutenu, en tout cas, alors qu'il y a une soutenance célèbre d'Aron. Au départ, c'était peut-être un projet de thèse. J'avoue, je ne suis plus sûr de ce détail biographique. Mais en tout cas, ça n'a jamais été véritablement une thèse, même si c'est effectivement le contrepoids, ça a le poids d'une thèse, et c'est évidemment, ça s'inscrit dans un contexte également quand même académique, et c'est en tout cas une réponse à la thèse, elle, d'Aron, dont la soutenance a été un événement historique en 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Donc, rappeler l'être et le néant, mais aussi la critique de la raison dialectique, qui en 1960 marque une étape majeure dans la philosophie du siècle, et non seulement dans celle de Sartre, et qui est beaucoup trop méconnue. Alors peut-être l'un des livres les plus méconnus de Sartre, qui, c'est vrai, lui-même l'a peut-être méconnu en un certain sens, en l'écrivant peut-être d'une manière un peu, très spécifique, dont on pourrait d'ailleurs reparler, mais qui recèle plus que des pépites et qui sont encore une fois trop oubliées. Donc on avait tenu, ça délimitait une sorte d'espace chronologique, je crois qu'on va tous le déborder, de même qu'on va tous probablement entrer dans des questions singulières, mais je tiens à rappeler donc ces multiples relations à la fois à l'intérieur de cette école, entre cette école et les universités, y compris étrangères, internationales. Nous avons donc plusieurs invités de Liège, Christina Wells qui vient d'Oxford, Laurent Génie enseigne à Genève, et on doit malheureusement, initialement était prévue une intervention de Charles Larmor qui enseigne à Chicago, donc je le rappelle quand même, qui a dû décaler son arrivée à Paris, qui n'arrivera que demain après-midi et donc ne pourra pas participer à ce colloque, mais dont le chapitre sur Sartre dans son livre intitulé « Les pratiques du moi », je crois bien que c'est le titre exact, est une étape intéressante et importante dans la relecture philosophico-littéraire de Sartre. Juste un mot à ce propos, il a été obligé d'annuler, de retarder son voyage au dernier moment et donc ne peut pas participer à ce colloque. Il arrive en effet trop tard, mais il sera lundi, non pas dans cette salle, mais dans la salle des actes, à 5h. Il fait l'aller-retour finalement seulement pour cette conférence, alors qu'il devait faire l'aller-retour pour le colloque et la conférence qu'on lui avait proposée lundi. Donc une conférence qui tient, je ne dirais pas qu'elle tient lieu de son intervention au colloque Sartre, mais dans laquelle il sera sans doute question de problèmes pas très éloigné de ceux qu'il devait traiter, puisqu'il doit traiter de la question du moi, justement, donc lundi à 17h en salle des actes. Donc c'est un petit peu la suite de ce colloque un peu décalé. Bien, donc maintenant j'entre dans mon exposé. On se donne 45 minutes à peu près, 40-45. Bien, donc le titre de mon exposé a un tout petit peu changé. Je sais qu'il était... Comme il parlait d'une liberté qui change tout, je me suis permis de le changer au nom de cette liberté académique. Le titre sera plus simple et plus ambitieux. En même temps, l'exposé aura lui-même une certaine forme d'ambition, mais se voudra aussi précis que possible. Le titre sera finalement en effet « La liberté sartrienne ». Et s'il y avait un sous-titre, ce devrait être « Une pratique et une théorie de la liberté dans les moments philosophiques du XXe siècle ». La liberté sartrienne, comme ce titre l'indique, implicitement, le but de mon exposé sera de répondre à une question posée par Sartre lui-même dans un texte célèbre sur la liberté cartésienne, publié en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale.
donc de poser à Sartre la question qu'il pose à Descartes et d'y répondre pour montrer comment cette réponse peut nous conduire à comprendre toute la philosophie sartrienne de la liberté, dans son unité et dans ses tensions, et dans sa place centrale au cœur du XXe siècle, au cœur même plus précisément des principaux moments philosophiques du XXe siècle en France. Voici donc la question que Sartre adresse à Descartes dans ce texte publié en préface à un ensemble de morceaux choisis de Descartes dans une collection intitulée « Les écrivains de la liberté » et qui participait de la reconquête par la philosophie française après la guerre, au fond, de ces grandes questions. Voici donc la question adressée par Sartre à Descartes. « La liberté est une », écrit Sartre aux premières lignes de ce texte. « La liberté est une, mais elle se manifeste diversement selon les circonstances. À tous les philosophes qui s'en font les défenseurs, il est permis de poser une question préalable à propos de quelle situation privilégiée, et Sartre souligne le mot situation, à propos de quelle situation privilégiée avez-vous fait l'expérience de votre liberté ? À propos de quelle situation privilégiée avez-vous fait l'expérience de votre liberté ? La réponse à cette question dans le cas de Sartre, au fond la question étant quelle est votre pratique de la liberté ? La réponse à cette question paraît s'imposer d'une manière aussi simple dans le cas de Sartre que dans le cas de Descartes, selon Sartre. Et pourtant, même si la réponse est en effet aussi simple pour l'un que pour l'autre, et si leur différence paraît tout à fait fondamentale, et pourtant, il suffit de lire de près la réponse que Sartre attribue à Descartes pour comprendre que leur relation n'est pas simpliste, qu'aucune des deux réponses n'est simpliste, mais que le lien entre les deux n'a rien de simple ou de simpliste, mais comprend au contraire, dans toute sa précision et toute sa complexité, le noyau même peut-être de la philosophie sartrienne, autant que de la philosophie cartésienne, de la liberté. Quelle est donc d'abord, selon Sartre, l'expérience cartésienne de la liberté? Quelle est l'expérience, la situation d'où Descartes, selon Jean-Paul Sartre, donc, en 1947, tire toute sa philosophie de la liberté? Sartre l'oppose à celle, l'expérience de Descartes donc, Sartre l'oppose à celle de l'homme d'action ou du créateur dans les arts. Je cite de nouveau Sartre. Descartes, qui est d'abord un mathématicien, prend les choses par l'autre bout. Son expérience première n'est pas celle de la liberté créatrice ex nihilo, mais d'abord celle de la pensée autonome qui découvre par ses propres forces des relations intelligibles entre des essences déjà existantes. Ainsi, les choses sont simples. Si la liberté de Descartes est celle d'un mathématicien. Et la réponse concernant Sartre, encore une fois, me paraît s'imposer de manière non moins simple et claire. Je le dirai d'emblée, et au fond, c'est ce que je maintiendrai jusqu'au bout de cet exposé, et sans avoir voulu, au fond, sans aucune arrière-pensée simplement d'interdisciplinarité ou de concordance de notre journée. Hein. La réponse concernant Sartre, qui me paraît s'imposer, c'est la réponse suivante. La liberté de Sartre, c'est bien entendu celle d'un écrivain. La pratique fondamentale, d'où sort la philosophie sartrienne de la liberté, ce ne sont pas les mathématiques, c'est la littérature. Mais c'est ici qu'il faut être précis. C'est ici que l'analogie ne doit pas être simpliste et qu'on ne peut pas se contenter de dire que la littérature est à Sartre ce que les mathématiques sont à Descartes d'une manière absolument simple et simpliste. On pourrait en effet se demander, en reprenant les termes attribués à Descartes, s'il s'agit de la littérature comme, je cite, hein, j'ai cité dans le passage que je viens de citer, « liberté créatrice ex nihilo ». La littérature, l'écriture selon Sartre, est-elle une liberté pure face au réel, cette liberté créatrice ex nihilo, que Sartre oppose à la liberté des mathématiques, et qui d'autant plus s'affranchit de toute essence déjà existante. Dans cette expression en 1947 que Sartre attribue aux mathématiques, nous voyons bien entendu en contre-pied déjà la liberté de l'existentialisme. Si le mathématicien traite d'essence déjà existante, alors peut-être que l'écrivain peut se permettre de parler d'existence qui précède l'essence et au fond de postuler une liberté pure face au réel, par opposition à la liberté contrainte du mathématicien. La thèse du présent exposé, la thèse de mon exposé, est précisément que les choses sont plus compliquées, que l'analogie est à la fois plus précise et plus complexe. Au fond, la liberté sartrienne s'oppose bien à la liberté cartésienne, la liberté selon Sartre s'oppose bien à la liberté selon Descartes, mais elle s'y relie aussi,
et pas seulement par l'affirmation d'une liberté inconditionnée. Elle s'y relie aussi et avant tout, selon moi, par la thèse que la liberté s'atteste dans une relation, une tension et même une contradiction avec son autre. Le propre de la liberté, c'est d'être en relation avec quelque chose qui s'oppose à elle. Certes, cet autre n'est plus, dans le cas de Descartes, la nécessité intelligible du mathématicien. Je rappelle cette formule, les rapports intelligibles entre essences déjà existantes. Certes, la nécessité intelligible du mathématicien n'est plus l'autre de la liberté sartrienne. C'est même tout son contraire. Pour le dire d'un mot, ce à quoi se rapporte la liberté sartrienne, c'est d'abord la contingence et c'est ensuite l'histoire. Mais la contingence et l'histoire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas des adversaires moins redoutables pour la liberté que les mathématiques dans leur rapport intelligible. Le propre de Sartre est au contraire d'avoir fait, quant à la contingence et à l'histoire, le même travail critique, la même relation intime et la même dualité dialectique, finalement, que Descartes avec les mathématiques. Il n'y a rien d'évident qu'il y ait des processus autonomes de liberté à l'œuvre dans les rapports intelligibles des mathématiques. Que la contingence et l'histoire ne garantissent pas plus la liberté humaine que les rapports intelligibles entre les essences mathématiques, les adversaires même de Sartre. Et avant tout, les deux grands adversaires qu'il a rencontrés dans chacun des deux grands livres qui donnent le titre au colloque d'aujourd'hui, à savoir Heidegger, ou plutôt les Heideggeriens, dans L'être et le néant, et Marx, ou plutôt certains marxistes, dans la critique de la raison dialectique, en sont les témoins. Que la contingence et l'histoire ne garantissent pas plus une liberté, mais qu'au contraire, la liberté doit entrer en tension avec elle, tout autant que la liberté cartésienne avec la nécessité intelligible. C'est bien ces deux conflits, ces deux tensions, ces deux oppositions profondes qui marquent le siècle d'une double déchirure que les grands livres de Sartre attestent, dont les grands livres de Sartre attestent. Or, la thèse que je soutiendrai précisément, c'est que de cette liberté face à la contingence et à l'histoire, avant même la philosophie de Sartre, c'est une pratique qui atteste, et plus précisément, c'est la pratique de l'écriture ou de la littérature. On le voit tout de suite, la littérature, telle que je l'entendrai ici, et on aura bien entendu l'occasion d'en discuter ensuite, ne serait donc pas pur imaginaire face au réel, pure visée imaginaire s'opposant à la réalité, pure opinion ou pur engagement face à la nécessité ou à la dialectique historique. La littérature et l'écriture ne doivent pas être entendues ici comme une liberté face à un autre, mais plutôt comme l'unité de la liberté et de son autre, unité de la liberté et de la contingence ou de l'histoire, non pas imaginaire face au réel ou engagement face à la nécessité, mais reprise et dépassement de la contingence, totalisation et ouverture de l'histoire de l'intérieur. Pour le dire d'un mot, parce que j'aurai à y revenir un peu longuement, il me semble que l'écriture, la littérature, sont l'unité vécue de la liberté et de son autre, l'unité vécue de la liberté et de la contingence, l'unité vécue de la liberté et de l'histoire. De même que l'activité du mathématicien est l'unité, au fond, agie, opératoire, de la pensée autonome que cite Sartre et des rapports intelligibles entre essences déjà existantes. Mais précisément, et j'entre ici au fond dans l'objectif de mon exposé, mais précisément, si la littérature et l'écriture sont les pratiques initiales d'où sort toute la pensée de Sartre, elle en sort aussi pour les prolonger ou pour les problématiser. Cette écriture, comme unité vécue de la liberté et de son autre, ne suffit en tout cas pas à Sartre. Il lui faut encore deux choses, et au fond trois choses qui feront l'objet, non pas successivement, mais thématiquement de cet exposé. Premièrement, il faut d'abord et surtout, pour Sartre, au fond, démontrer théoriquement la dualité et l'unité aussi de la liberté et de son autre que la littérature manifeste en acte. Il faut passer, je dirais, de l'unité vécue de la liberté et de la contingence dans la littérature à l'unité pensée de la liberté et de son autre dans la philosophie. Unité qui passe d'abord, et c'est le risque couru par Sartre, par leur opposition radicale. L'opposition radicale de la liberté et du contingent, de la liberté et de l'être, et d'un autre côté, de la liberté et de l'histoire. Ainsi se pose d'une manière peut-être caricaturale, mais à mon avis, finalement, qui se maintiendra jusqu'au bout dans l'œuvre de Sartre, le rapport immédiat entre littérature et philosophie. Une unité vécue d'abord dans le non-savoir, au fond par l'écriture littéraire elle-même, et une unité produite par le savoir, à partir d'abord d'une différence et même d'une opposition, d'une contradiction
fondamentale. Tel est le premier objectif, donc, il me semble, de Sartre, à partir de sa pratique libre de la littérature ou de sa pratique littéraire de la liberté. Mais le deuxième objectif est non moins important. Il lui faut en effet montrer, je dirais, la valeur universelle de la pratique singulière de la liberté littéraire, la valeur universelle de la pratique de l'écrivain. Pour ainsi dire, non seulement la portée pratique de la liberté ne doit pas s'attester seulement dans l'écriture singulière, mais aussi dans une morale universelle. Le deuxième problème de Sartre, tout de suite, c'est de comprendre que la pratique de l'écrivain ne vaut pas seulement comme unité vécue et singulière, mais s'adresse à tous les hommes ou a une portée morale. Le problème moral, dont il sera également beaucoup question ici, n'a rien d'extérieur ici au problème même de la liberté. Selon Sartre, Descartes n'a pas ce problème. En effet, la liberté du mathématicien est d'emblée universelle. Comme le dit Sartre, le mathématicien, dès qu'il fait la moindre opération, 2 plus 2 font 4, postule que tout esprit peut le refaire pour lui-même, postule l'universel de la pensée mathématique. Il y a le même problème se pose pour la liberté de l'écrivain, ou plutôt ce qui est une évidence pour la liberté du mathématicien devient un problème pour la liberté de l'écrivain. La question de la valeur morale de la pratique singulière de la liberté n'est plus une évidence, mais devient un problème, peut-être même l'une des hantises, l'un des problèmes qui hantent la pensée de Sartre dans son ensemble. Le troisième enjeu, me semble-t-il non moins important, après cet enjeu philosophique et cet enjeu moral, c'est un enjeu historique, comme l'opposition à Descartes le montre. À travers Descartes, à travers son lien et son opposition à Descartes, je dirais que Sartre se rattache et se sépare à et d'une certaine tradition française, entre guillemets. Comme il le dit lui-même, et je cite une dernière fois ce texte de La liberté cartésienne, dont je rappelle encore une fois qu'il est publié dans une collection Les écrivains et la liberté, qui vise, comme beaucoup de publications juste après la Seconde Guerre mondiale, à renouer un certain nombre de liens. Je cite les phrases qui suivent immédiatement ma précédente citation. Ce sera la dernière citation que je ferai de ce texte. C'est pourquoi, cette liberté du mathématicien a cette conséquence, c'est pourquoi nous autres Français, qui vivons depuis 3 siècles sur la liberté cartésienne, nous entendons implicitement par libre arbitre l'exercice d'une pensée, et Sartre souligne pensée, l'exercice d'une pensée indépendante plutôt que la production d'un acte créateur, et finalement, et là c'est l'aboutissement au fond d'une dégradation, et finalement, nos philosophes assimilent, comme Alain, donc l'un des maîtres de Sartre dans les Cagnes de l'entre-deux-guerres, nos philosophes assimilent, comme Alain, la liberté avec l'acte de juger. Mon problème ici ne sera pas de savoir si Sartre a raison. Sartre va évidemment un peu vite. Il suffit de citer Bergson pour comprendre que toute la liberté en la philosophie française n'a pas toujours été pensée selon la pensée et contre l'acte créateur. Mais l'enjeu est clair. Pour Sartre, il faut se rattacher à Descartes, à travers son affirmation inconditionnelle de la liberté, de sa valeur universelle, de la générosité. Mais il faut s'en détacher pour son fondement mathématique, interprété restrictivement qui plus est par les maîtres immédiats du moment 1900 en philosophie, les penseurs des mathématiques et des rapports intelligibles, que furent Alain mais aussi Brunswick, explicitement visés au fond par l'expression même de relations intelligibles entre des essences déjà existantes. Ainsi, le geste de Sartre est aussi un geste de rupture historique. Il s'agit de rompre non seulement avec la tradition cartésienne, mais avec le moment philosophique immédiatement précédent qui a tenté de renouveler dans la pensée mathématique le fondement d'une liberté pure, d'un esprit sur lequel s'est appuyé le modèle scientifique du philosophe. Le but de Sartre est donc d'opérer un déplacement majeur, non seulement, je dirais, d'expérience vécue, de la liberté du mathématicien à la liberté de l'écrivain, mais un déplacement de modèle public. Ce n'est plus le philosophe savant, mais c'est le philosophe écrivain qui, avec Sartre, devient le modèle du philosophe français, entre guillemets. Le défi de Sartre n'est rien moins que de déplacer le modèle cartésien du philosophe, tel qu'il s'est imposé depuis 3 siècles, à nous autres Français. Mais, et de plus, évidemment, ce défi s'ajoute au défi théorique, montrer que ce n'est pas dans les rapports intelligibles, mais dans l'existence concrète, dans l'existence radicalement contingente, que s'atteste la pratique de la liberté. Comme j'essaierai de le montrer, la limite de cette aventure intellectuelle majeure, ce déplacement majeur, n'est peut-être pas là où l'on croit. Elle n'est pas, je crois, dans un échec de cette liberté face à la contingence,
qui serait attestée par des critiques annonçant à leur tour un nouveau moment philosophique au tournant des années 60. Quand des critiques comme celle de Lévi-Strauss annonceront le moment structural au nom d'une nécessité théorique contre la philosophie de l'histoire de la contingence, pensée comme dernier refuge de la liberté, selon l'expression célèbre et féroce de Lévi-Strauss à l'égard de Sartre, on aura l'impression que c'est, au fond, un retour à la liberté du mathématicien incarné par Cavaillès et par d'autres figures au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Mais je crois plutôt que la limite de l'aventure intellectuelle de Sartre réside moins dans le défi de penser le rapport de la liberté et de l'histoire et de la liberté et de la contingence que dans la prétention théorique, à partir de cette unité vécue, de radicaliser une contradiction et un dépassement entre ces deux termes. Le problème sur lequel je voudrais revenir consiste donc dans le passage de l'unité vécue entre la liberté et son autre dans la pratique littéraire à l'unité et à la contradiction théorisée par la philosophie de Sartre elle-même, qui le conduit peut-être en effet à une radicalisation de la contradiction au lieu d'un approfondissement de la relation. Tel sera en tout cas le problème que je voudrais traiter et le mouvement que je voudrais suivre pour tenter d'y répondre. L'exposé qui va suivre comprendra donc 3 brefs moments. Les 2 premiers étant consacrés aux 2 moments de l'approfondissement théorique de la dualité et de l'unité philosophique dont Sartre cherche à montrer quel est le fondement de l'expérience d'abord, disons, vécue, permise et fondée sur la pratique de l'écrivain. Dans un premier moment, donc, la liberté et la contingence, qui caractérisent la place centrale de Sartre autour de la question de l'existence, dans le moment philosophique de la Seconde Guerre mondiale, au cœur du XXe siècle. Et dans un deuxième moment, mais dans une continuité profonde, c'est le moment, bien entendu, de la critique de la raison dialectique en 1960, dans la relation entre liberté et histoire. Et c'est après avoir traversé très rapidement, et c'est là qu'est l'ambition démesurée de cet exposé, au fond, de parcourir au pas de course les principales étapes de la philosophie de Sartre quand même, c'est après avoir parcouru ces 2 moments que je reviendrai à la pratique littéraire, ou plutôt, au-delà des 2 contradictions poussées à l'extrême par Sartre, à la relation entre les 2 termes qui me semble avoir été découverte par Sartre à travers ces différents moments. Donc, en deçà des contradictions radicales, une relation absolue qui me semble au cœur de ce que nous devons aujourd'hui à Sartre. Et au fil de cet exposé, je traiterai moins d'ailleurs des relations, enfin je vais traiter des relations entre philosophie et littérature, mais aussi rencontrer plusieurs figures de la littérature, 3 figures et peut-être 4 figures de la littérature selon Sartre, la dernière étant peut-être la plus importante pour nous. Repartons donc d'une première pratique littéraire. Il y en a eu plusieurs, au fond, dans l'évolution de la pensée de Sartre, et peut-être un modèle de l'écrivain qui accompagne chacune des grandes étapes de la pensée philosophique de Sartre. Repartons donc de la première, en ce qu'elle nous conduit à l'opposition philosophique entre liberté et contingence, qui est au cœur qui va culminer dans le premier grand livre publié par Sartre, en pleine Seconde Guerre mondiale, donc en 1943, sous le titre « L'être et le néant », essai d'ontologie phénoménologique. Cette première pratique, en effet, doit être saisie de la manière la plus précise possible. Si la liberté est celle de l'écrivain, il me semble que c'est la pratique fondamentale de la liberté dont s'inspire la théorie philosophique de Sartre tout entière. Si la liberté est celle de l'écrivain, ce n'est pas d'abord, en effet, dans le premier Sartre pour ainsi dire, ce n'est pas d'abord par sa situation subjective à lui dans l'histoire, comme ce sera plus tard, à travers les figures de Baudelaire, de Genet, de Flaubert évidemment, et de Sartre lui-même. Ce qui intéresse Sartre d'abord, ce n'est pas la figure de l'écrivain lui-même dans l'histoire, c'est d'abord la pratique littéraire comme telle, et la pratique de la liberté est d'abord celle de l'écrivain dans son travail, notamment de fiction, et c'est même d'abord, avant tout, je dirais, celle de ses personnages. Ce qui intéresse d'abord Sartre, c'est d'écrire, et d'abord d'écrire des romans avec des personnages aux prises avec leur liberté, pour ainsi, avant de réfléchir sur la figure des écrivains. Il y a d'ailleurs un déplacement fondamental, disons, de l'écriture directe de la nausée à l'écriture du Flaubert, qui est l'écriture d'un écrivain sur un autre écrivain, et bon, j'y reviendrai en conclusion. Certes, l'écrivain manifeste d'abord sa liberté d'écrivain par l'imagination, et plus précisément par l'imaginaire même, cette expérience première de la liberté, et la conclusion, j'en dirai un mot, de l'essai de Sartre sur l'imaginaire, en 1940, est un des tournants majeurs de toute sa pensée.
L'écrivain manifeste sa liberté par l'imaginaire et en s'adressant aux hommes. Mais il la manifeste d'abord parce qu'il présente dans ses livres des personnages qui sont eux-mêmes les représentants, pour ainsi dire, du mixte qu'est notre expérience. Notre expérience est à la fois matérielle, concrète, brute, dans le monde, dans la société, dans l'histoire, et elle est telle en tant que vécue par une conscience singulière qui est le point de vue du personnage. C'est donc le personnage de fiction, en tant qu'il est à la fois aux prises avec le monde et en tant qu'il le présente du point de vue d'une conscience, qui incarne exemplairement la liberté sartrienne en son point de départ. Le personnage de fiction nous présente dans une sorte d'unité et de singularité les deux termes dont la philosophie de Sartre devra prouver la distinction et dont la morale devra prouver l'universalité. C'est d'ailleurs cette dualité qui est d'abord vécue par les personnages, qui sera ensuite vécue par l'écrivain lui-même, d'une manière plus profondément dialectique. Alors que Roquentin rencontre le rapport de la conscience et du monde, Flaubert incarne le dépassement de toute l'histoire du XIXe siècle et de la condition sociale de la petite bourgeoisie dans son œuvre littéraire lui-même. À cet égard, à ce premier égard, cette première figure de la littérature, dans cette première figure de la littérature, la nausée fait bien entendu figure d'expérience limite, très différemment d'ailleurs du roman qu'on ne peut pas ne pas lui opposer et le rapprocher, c'est-à-dire L'étranger de Camus. Certes, la révélation de la contingence, notamment sous la figure de la racine de l'arbre, qui est en un sens le même arbre, bien entendu, que celui qui apparaît dans le texte sur une idée fondamentale de Husserl, l'intentionnalité. La révélation de la contingence de l'arbre n'est pas une expérience philosophique. Elle ne saurait se comprendre comme une analyse philosophique. Elle n'a de sens que préparée, située dans le roman, parmi les expériences de Roquentin, parmi les choses et parmi les hommes. Le sens de la littérature est de manifester l'être objectif et concret de l'homme, encore une fois, en tant qu'il est vécu par un individu singulier. Il ne s'agit surtout pas, je vais y revenir, de nous faire rentrer dans une conscience, celle du personnage, mais de comprendre comment le point de vue sur un monde et des hommes donné absolument comme tel est le point de vue d'une conscience, d'une perspective singulière, selon une expérience qui va bien entendu être généralisée par la phénoménologie selon Sartre. Mais l'expérience de Roquentin est quand même une expérience limite, parce qu'elle est, pour ainsi dire, aux limites de la réflexion philosophique. Elle pousse la perspective du personnage jusqu'au bord de l'interrogation philosophique, où, en quelque sorte, l'être et le néant la reprendra. Et c'est évidemment ce qui en fait aussi le statut d'expérience de pensée, d'expérience de pensée déjà quand même proprement philosophique, alors que sans doute le personnage de Camus vit l'unité de la conscience et du monde sur un mode beaucoup plus confus, sur le mode du non-savoir et sur le mode éthique, immédiatement éthique, dans une fiction qui est peut-être plus proprement, plus profondément distante de la philosophie comme telle. Ainsi, la littérature est en tout cas déjà, en tant que telle, au fond, la littérature est déjà une double réfutation de la conception du moi ou de l'esprit à laquelle Sartre va fondamentalement s'attaquer, la conception du moi et de l'esprit qui caractérise d'un bord ou de l'autre, de celui de Bergson ou de celui de Brunswick et d'Alain, le moment 1900 en philosophie. Ce moi qui se croit d'une manière ou d'une autre, en tant que durée ou en tant que jugement, ce moi qui se croit quelque chose d'intérieur. Il y a là, selon Sartre, une double erreur, comme nous le savons tous selon les grands textes des années 30 de Sartre, une double erreur, car le moi est dehors, je vais revenir là-dessus, le moi est dehors, dans le monde, et en même temps le moi est regard pur sur ce dehors. Et c'est cette unité d'un moi donné comme l'arbre, la chaise ou l'autre dans la société de son temps, c'est cette unité de ce moi concret entièrement dehors, tout est dehors, tout y compris nous-mêmes, comme le dit Sartre dans un passage que je vais reciter dans un instant, et d'un regard pur sur ce dehors, que la littérature présente d'abord dans une sorte d'unité vécue qui appelle une explicitation théorique et philosophique. On le devine donc, toute l'entreprise philosophique de Sartre peut, en un sens, en tout cas dans les années 30 et 40, être résumée à mes yeux, c'est un peu, au fond, peut-être un peu caricatural, mais ça me paraît important de rappeler aussi des grands problèmes, en tout cas. Toute l'entreprise philosophique de Sartre peut être vue comme un effort pour radicaliser les deux termes de cette contradiction vécue, de cette dualité vécue, d'abord dans l'expérience et dans la pratique littéraire. Les radicaliser philosophiquement, pour comprendre l'expérience de la contingence du monde,
et de la liberté, mais aussi éthiquement, pour comprendre en quoi cette expérience vécue introduit à une valeur universelle, comment ce mode d'être que la littérature nous décrit et constate de manière factuelle, la morale nous demande de le vivre comme une sorte d'exigence éthique. Nous avons à être cet être que la littérature nous décrit comme étant le nôtre. Par une sorte de paradoxe, ce que la littérature nous présente comme un fait, la conséquence de la philosophie sera de nous le présenter comme une exigence non seulement ontologique, mais éthique. Et j'y reviendrai dans un instant, ce sera évidemment l'un des problèmes centraux de Sartre, de décrire une morale de cette expérience double, et il sera toujours tenté, soit par une morale au fond formelle de la liberté, qui se fuit elle-même dans la mauvaise conscience ou dans la mauvaise foi, ou une morale matérielle et concrète, dans la dialectique et dans l'histoire, j'y reviendrai dans un instant. L'un des deux pôles l'emportera toujours sur l'autre dans la morale de Sartre, mais c'est la relation et elle seule qui nous est donnée. Bon. Mais disons un mot d'abord donc du premier aspect, avant d'en venir au second, dont on verra qu'il nous conduit directement à l'histoire et à la critique de la raison dialectique. Disons un mot, autrement dit, de la manière dont Sartre, parallèlement à ses premières œuvres littéraires, et notamment La Nausée, de la manière dont Sartre pose progressivement les termes de la contradiction philosophique que l'être et le néant va tenter de résoudre. On pourrait caricaturalement distinguer ici trois étapes dans la progression philosophique de Sartre tout au long des années 30, à travers la rencontre fondamentale, bien entendu, en Allemagne, de la phénoménologie. La première étape, la première interprétation de la phénoménologie, qui se traduit dans des textes aussi importants que La transcendance de l'ego, en 1936, et une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl, l'intentionnalité, publiée en 1939 dans la NRF, mais, comme l'a montré Vincent de Corbiter, sans doute écrite en 1933-34, et c'est important, comme je vais le rappeler dans un instant. La première conséquence paradoxale que Sartre tire de la phénoménologie, c'est précisément que tout ce qui est n'est qu'en tant que donné à une conscience, et paradoxalement comme extérieur à une conscience. Cette fameuse formule de l'article de 39, publiée en 39, tout est dehors, tout y compris nous-mêmes, vise paradoxalement à montrer que même les données psychiques et psychologiques de notre être, en tant que données à une conscience qui les vise pré-réflexivement, sont au dehors de ce regard pur de la conscience. Il faut donc tout extérioriser, et au fond la transcendance de l'ego ne dit rien d'autre que cette formule lapidaire de l'essai de 1939, et c'est la même chose qu'on trouverait bien entendu dans l'esquisse d'une phénoménologie des émotions qui extériorise le vécu émotionnel lui-même. La première conséquence paradoxale donc de la phénoménologie, c'est une conséquence que Sartre déclare absolument réaliste, il dira absolument positive pour la morale et la politique. C'est d'extérioriser non seulement l'homme concret, celui que le marxisme voit dans la société, mais le moi psychologique lui-même. Tout est dehors, et Sartre répond ici en la maximisant à l'exigence de concrétude que Nizan ou Politzer, ses contemporains immédiats, adressent aux philosophies de l'esprit du moment 1900. Tout est dehors. Mais, évidemment, c'est cette première étape tout à fait radicale, tout à fait surprenante, de la conséquence absolument paradoxale de la phénoménologie, renversement de la notion d'intentionnalité qui désigne chez Brentano l'inhérence d'un contenu à une conscience. Bon. Là, c'est le contraire. L'intentionnalité devient extériorisation. Bon. Je n'ai pas le temps, évidemment, d'y insister. Le deuxième étape, qui est peut-être trop souvent méconnue, c'est bien entendu que cette extériorisation du moi, ce caractère concret de la conscience et de l'homme, c'est ce qui d'ailleurs va permettre à Sartre de parler d'homme, on va y venir dans un instant, s'accompagne évidemment d'une radicalisation de l'autre terme. Le point de vue de la conscience sur le concret se découvre progressivement comme une liberté radicale. Et l'étape majeure dans cette découverte de la conscience comme liberté, c'est sans doute le livre sur l'imaginaire, dont la conclusion nous montre qu'une expérience comme celle de l'imaginaire dévoile le pouvoir de la conscience comme liberté, et que l'activité empirique de l'imagination a pour condition une liberté transcendantale absolue. Alors que, inversement, la liberté transcendantale s'incarne dans des opérations concrètes de l'homme, telles que l'art. L'humanisme de Sartre sera toujours de dire que cette liberté transcendantale n'est rien en dehors de ses activités empiriques, que l'être de la conscience n'est rien d'autre que l'être de l'homme. Ainsi, progressivement, je dirais presque en deux temps, Sartre découvre d'abord le côté concret de l'homme, puis le côté absolu de la liberté. Et je dirais que le travail de l'être et le néant,
dans son titre même, bien entendu, à travers toute une série de médiations et de relations très profondes, à travers la dialectique qui passe de son point de départ, de son introduction, à bien des égards énigmatique, jusqu'à son aboutissement dans le projet libre, n'est que la mise en relation de plus en plus approfondie de ces deux termes d'abord opposés. Le moi absolument concret, homme parmi les hommes, chose parmi les choses, d'un côté, et la liberté absolue de la conscience, qui doit progressivement reconquérir sa situation, y compris elle-même, pour se conquérir comme liberté. C'est ce qui permet à Sartre, évidemment, de parler, de faire un double avancée ontologique, et je ne dirais que ces deux points, au fond, sur l'être et le néant, qui lui permettent une double réponse à Heidegger. L'être et le néant répond, bien entendu, dans son titre même, à Être étant, de 1927, que Sartre a découvert en Allemagne. Une double réponse à Heidegger. Pourquoi ? Le sous-titre même de L'être et le néant nous l'indique. Essai d'ontologie phénoménologique. Cela veut dire qu'il faut tirer de la phénoménologie une ontologie, et même une double ontologie, un discours sur l'être du phénomène, tel qu'il se donne à une conscience, et ce sera l'en-soi, absolument concret et absolument contingent, sans autre fondement que de se donner à une conscience, et un discours sur l'être de la conscience, qui le vise. Et c'est ici que Sartre répond, il me semble, le plus profondément à Heidegger, nous imposant de comprendre non seulement ce qu'est être un phénomène, mais ce que signifie être une conscience. C'est la grande question, il me semble, de l'être et le néant. Que signifie être une conscience, sachant en outre que l'être concret à qui correspond le fondement absolu de la conscience, c'est l'homme. C'est l'homme pour deux raisons. C'est l'homme pour sa nature concrète, précisément, et c'est l'homme parce que c'est l'être à travers les activités duquel se dévoile la transcendance de la liberté. Ici, l'humanisme sartrien se rattache bien entendu à l'humanisme cartésien. Il y a chez Sartre, évidemment, la même rupture entre l'homme et le reste du monde que chez Descartes. Et quand il dira avec ironie à Merleau-Ponty, oui, dans sa relation aussi au monde et aux animaux, ce sera quand même, au fond, avec la même ironie sartrienne, la même ironie cartésienne, la même condescendance cartésienne, au fond, à l'égard du reste du monde et du vivant, d'une certaine façon. Mais peut-être fallait-il cet humanisme, et précisément en ce moment, notamment pour sa valeur morale, et j'y reviens, en effet, ce que l'être et le néant découvrent, et ce qui sauve, au fond, l'être et le néant, c'est que la contradiction entre la liberté et le concret, entre les deux aspects de l'homme, n'est pas une contradiction statique. Elle est à la fois temporelle et morale. Ce que la conscience découvre, ce n'est pas seulement qu'elle est une liberté face au monde et à elle-même, c'est qu'elle doit l'être, c'est qu'elle a à l'être. L'homme est l'être qui a à être cette liberté face à lui-même. Cette fuite temporelle est aussi une responsabilité morale, et d'une manière assez surprenante, évidemment, Sartre découvre comme devoir-être la condition même de notre être. Loin d'être donné, notre être est un devoir, c'est si bien un devoir que la plupart d'entre nous le fuyons dans la mauvaise foi qui consiste à fuir sa propre liberté pour se réfugier dans tel ou tel aspect du concret en disant qu'on est telle ou telle chose. Au fond, cette surenchère morale de la théorie sartrienne n'est pas une surenchère morale, c'est une conséquence ontologique rigoureuse, c'est la déduction ontologique rigoureuse que Sartre, qui permet à la dialectique sartrienne de n'être en rien une sorte de progression mécanique, d'étape en étape, mais au contraire une sorte de projection dynamique jusqu'au projet libre, dans lequel culmine donc la démarche même de l'être et le néant. Ainsi, la dialectique sartrienne, l'opposition sartrienne, consiste à la fois à maximiser les deux termes dont la littérature découvre d'abord l'unité, la donation concrète du monde, et le regard pur sur ce monde à travers l'expérience du personnage. L'imaginaire, la fiction, n'est pas seulement liberté à travers, encore une fois, l'opération de l'écrivain, qui dévoile certes une liberté fondamentale, mais aussi à travers cette relation même au monde que la littérature nous décrit, et les chemins de la liberté, dans leur jeu de perspective, seront la mise en perspective précisément de cette liberté comme telle. Le titre est au fond assez précis. Il faudrait ici, mais je n'en ai pas le temps, montrer que Sartre ne fait ici que tirer les conséquences de l'absence du fondement métaphysique dont tous les philosophes du moment de la Seconde Guerre mondiale tirent les conséquences dans le sens de la nécessité ou dans le sens de la contingence. Pour le dire d'un mot quand même, je dirais que
Il s'agit de tirer les conséquences de l'impossibilité de trouver dans la conscience un fondement pour une nécessité quelle qu'elle soit. Les philosophes de la Seconde Guerre mondiale vont à partir de là dans deux directions. Il y a les philosophes qui renoncent à la subjectivité pour poser la nécessité. Et c'est le mathématicien Cavaillès, fusillé au cœur de la Seconde Guerre mondiale, ou Simone Weil, d'une certaine façon, radicalement opposé aux philosophies de l'existence. Mais Sartre est l'emblème de ceux qui poussent jusqu'au bout l'idée d'une subjectivité qui n'a rien de nécessaire et qui du coup renonce à la nécessité. On a le choix dans la Seconde Guerre mondiale, renoncer à la subjectivité ou renoncer à la nécessité. Aucun de ces deux choix n'est facile, et le problème sartrien, comme celui de Camus, de Merleau-Ponty ou de Jean Val, est de retrouver de l'intérieur même de la subjectivité quelque chose comme un universel et un nécessaire. C'est le problème moral, et c'est celui qu'il découvre dans la nécessité d'être cette liberté, l'impératif paradoxal d'être cette liberté, que nous sommes sans jamais l'être entièrement, que nous devons être plutôt que nous ne la sommes. Le problème de l'éthique, on le voit, le problème de la morale n'est pas un problème secondaire, c'est le problème même de notre être, en tant qu'il n'est jamais donné comme tel, en tant que nous devons l'être dans la relation à toutes les données concrètes de notre existence, que nous ne pouvons nier qu'en tant qu'elles existent précisément en face de nous. Les critères éthiques dans l'être et le néant, et au fond c'est toute l'aporie également des cahiers pour une morale qui sont restés inachevés et inédits, les critères éthiques sont quand même d'abord situés du côté de la liberté. Il faut respecter ce néant que nous sommes face au concret qui risque toujours de nous engloutir. D'une certaine façon, pourtant, on voit dans les cahiers pour une morale comment Sartre cherche aussi des critères éthiques du côté du concret lui-même. Comment l'éthique doit aussi trouver un critère, non pas dans un concret uniforme, uniformément opposé à une liberté subjective, mais dans la structure du concret lui-même. Je dirais que c'est la deuxième étape de la philosophie de Sartre, entièrement déjà contenue dans la première, sur laquelle je ferai seulement quelques rappels, également pour finalement fournir quelques repères à ces journées qui vont de l'être et le néant à la critique de la raison dialectique. Comme je le disais tout à l'heure, la morale de Sartre est tout entière tendue entre deux pôles, une existence concrète avec sa structure, une liberté pure, et elle oscille au fond entre une morale de la liberté qui a à être authentique, et une morale du concret qui a à se libérer d'une aliénation. Et je passe maintenant à ce deuxième pôle. Pour comprendre ce deuxième pôle, il faut comprendre en effet en quoi il ne contredit en rien le premier. Il s'agit pour Sartre de trouver des critères moraux non seulement dans la liberté, mais dans l'existence concrète elle-même. Et c'est pourquoi Sartre se tourne vers l'histoire et se tourne au fond aussi vers la politique en tant qu'elle traite de l'être concret de l'homme historique, et notamment à travers le matérialisme marxiste, qui n'est pas pour rien pour Sartre l'horizon indépassable de notre temps, et qui correspond au fond avec la phénoménologie à l'approfondissement de cet être concret, et peut-être même qui prend le primat sur la phénoménologie dans la mesure où l'être concret devient premier par rapport à la liberté qui y est située, et qu'il faut quand même continuer à y situer. Je dirais que toute la philosophie de Sartre a donc consisté d'un moment à l'autre à tenter de concilier ces deux pôles, d'une structure autonome du concret et d'une liberté autonome face à lui. Ici, il faut dire un mot, bien entendu, d'abord du projet politique, puis du projet philosophique et enfin de la figure littéraire, mais je serai extrêmement rapide. Le projet politique est exemplairement décrit, me semble-t-il, dans un texte majeur de 1949, intitulé « Matérialisme et révolution », qui reprend sur l'intuition fondamentale du texte de 1936, dont j'ai déjà parlé, intitulé « La transcendance de l'ego ». Dans Matérialisme et révolution, en effet, Sartre montre comment nous ne pouvons accepter un matérialisme métaphysique, un matérialisme qui nierait l'existence de la conscience, qui ferait de la conscience une chose, qui ferait du concret une essence sans aucune place pour un point de vue subjectif, mais nous devons accepter en revanche un matérialisme qui consiste à examiner les rapports matériels qui s'imposent à la conscience elle-même. Tout l'effort de Sartre va être de montrer que, bien loin de l'éliminer, le point de vue matérialiste et historique implique la liberté humaine et permet d'en compléter l'analyse qui avait été donnée dans l'être et le néant.
Sartre montre que le marxisme n'implique pas un matérialisme dogmatique et absurde qui ferait de la conscience une chose, mais seulement l'idée d'un lien de l'action avec les structures matérielles et sociales de la production. L'action libre complète n'a pas pour fondement le matérialisme, mais a pour horizon la révolution, comme changement des structures de la propriété qui fournissent un critère de l'aliénation humaine. La matière, le concret de l'homme, n'annule pas la conscience, mais se place dans la structure historique qui fournit en elle-même un critère éthique dans le critère de l'aliénation humaine. Le marxisme fournit à la liberté un critère et un horizon historique, mais il n'a de sens que pour une liberté, par qui l'existence de l'homme continue de prendre sens. Et Sartre, donc, dans ce texte de 1949, répond strictement à une intuition déjà contenue dans la dernière page de la Transcendance de l'ego, où il avait écrit « Le matérialisme historique n'exige nullement pour fondement l'absurdité qu'est le matérialisme métaphysique ». Ce qui est au fond ici le point commun entre les deux entreprises de Sartre, c'est que, comme on vient de l'impliquer, au fond, il reste dans matérialisme et révolution, et la critique de la raison dialectique en sera l'approfondissement, l'idée qu'on doit opposer une liberté d'un côté, qui reste absolue, qui est impliquée dès le premier niveau de la matière, à travers la donation de la vie. La matière n'est pas un donné objectif, mais un autodépassement dialectique à travers le vivant et le besoin. Et d'un autre côté, l'autre de la liberté n'est pas seulement une matérialité informe, mais la totalité des conditions historiques de l'aliénation. C'est pourquoi à la totalité de l'être correspond maintenant la totalité de l'histoire, et à l'horizon du projet, celui de la révolution. Il n'y a pas de libération partielle. L'autre de la liberté est une totalité, et c'est pourquoi j'avais d'abord appelé, au fond, cet exposé, une liberté qui change tout. Bon, je suis désolé d'aller aussi vite, mais évidemment, le point important est qu'il en ressort une deuxième ou une troisième figure de l'écrivain. La première figure de l'écrivain, c'était encore une fois celle de l'écrivain de fiction, à travers ses personnages qui vivent la contradiction incarnée, tel Roquentin devant la racine de l'arbre. Cette première figure en impliquait déjà une deuxième, c'est celle de l'écrivain engagé, de Qu'est-ce que la littérature en 1947 ? C'est l'écrivain qui fait de la littérature le principe d'un engagement et qui s'adresse à tous les hommes à travers son œuvre littéraire. C'est l'écrivain des temps modernes, la revue de Sartre, qui se situe du côté, je dirais, de l'universalisation formelle de la liberté. Maintenant, la troisième figure de l'écrivain qui apparaît ici, ce n'est plus l'écrivain de l'engagement, c'est l'écrivain qui, dans sa subjectivité, reprend sur lui, et dans sa création littéraire, reprend sur lui la totalité de l'histoire. Et au fond, quand Sartre écrit dans la critique de la raison dialectique qu'une vie singulière et la totalité de l'histoire se correspondent strictement, il définit la figure de l'écrivain comme celui qui reprend dans le non-savoir, pour reprendre une formule qu'il utilise souvent, dans le non-savoir de sa subjectivité, la totalité dialectique de l'histoire des hommes, la totalité dialectique de son temps. Ainsi, Flaubert, l'idiot de la famille, résume dialectiquement la situation de son temps et la dépasse dans une création littéraire qu'il serait absurde de réduire à un simple reflet des conditions matérielles de production ou de propriété du XIXe siècle. D'une certaine façon, donc, cette figure de l'écrivain incarne désormais la liberté, non plus en la mettant comme une conscience face au monde, mais en la dépassant dans l'acte même d'écrire face à la totalité de l'histoire. C'est aussi c'est cette figure qui fait de l'écrivain par essence un intellectuel, puisqu'il exprime nécessairement la condition historique des hommes d'un point de vue singulier et déchiré, et jamais du point de vue de l'universel. L'intellectuel, dont Sartre traite dans des conférences admirables, qui sont reproduites dans le volume des situations philosophiques, l'intellectuel est celui qui est toujours déchiré entre l'universel et le singulier. Selon Sartre, l'écrivain, contrairement aux autres, l'est par essence, par fonction, d'une manière non pas implicite mais explicite, d'une manière non pas contingente mais nécessaire. L'écrivain est donc nécessairement pris dans cette dualité très profonde. Mais quoi qu'il en soit, nous le voyons, à travers ces deux moments que j'ai traversés, encore une fois, au pas de course, et je vous prie de m'en excuser, à travers ces deux moments, nous voyons une profonde unité. Dans les deux cas, ce qu'il s'agit de distinguer et de relier, c'est la totalité d'une situation concrète, qui trouve progressivement ses critères éthiques propres, dans l'aliénation et dans l'oppression,
et dans l'horizon de la révolution, d'un côté, et d'autre part, une liberté qui devient progressivement non plus seulement un regard phénoménologique, mais un agir, une praxis individuelle, mais la pratique de l'écriture restant, mais de manière plus matérielle à mesure que Sartre avance, la pratique originaire de la liberté sartrienne. Ce n'est plus l'imaginaire, mais l'écrire matériel. Et le titre de son autobiographie, enfin son essai autobiographique, Les mots, le montre bien. C'est dans cette œuvrée matérielle sur la matérialité des mots, et non plus dans l'imaginaire seulement, auquel Sartre pourtant ne renonce jamais, cette subjectivité, donc, que s'incarne la figure de l'écrivain. Je dirais donc, pour finir, dans une troisième partie qui sera seulement une suite de questions et de suggestions, je me demanderai donc, pour finir, si ce que Sartre a perdu, ce qu'il se peut que Sartre ait perdu, dans ce double effort de radicalisation. D'un côté, en radicalisant la contingence et la liberté phénoménologique, d'un autre côté, en radicalisant la dialectique historique, et pourtant en lui imposant ce détour par la subjectivité. Je rappelle en effet peut-être un point quand même que j'ai omis au passage et que je dois quand même rappeler, c'est l'idée que de même que la liberté phénoménologique était la liberté de l'homme contre Heidegger, et l'humanisme de Sartre n'est pas une erreur sur Heidegger, mais une objection à Heidegger, de même, Sartre maintient toujours qu'il n'y a pas de dialectique qui ne passe par le sujet, et il faut entendre critique de la raison dialectique au sens strict de la critique de la raison pure de Kant. Comme Kant, qui refuse une raison qui fait sa révolution copernicienne, qui montre que la science n'est pas fondée sur l'objet mais sur le sujet, de même, Sartre refuse une dialectique qui verrait une nécessité historique sans passer par le sujet qui transforme cette nécessité, sans y inscrire le sujet de l'histoire. Il y a donc la même tension et la même objection face à la phénoménologie heideggerienne et face, non pas à Marx lui-même, mais au dogmatisme des marxistes contemporains de Sartre. L'un et l'autre, l'un oublie le concret de l'homme, l'autre oublie la liberté humaine. Il faut donc concilier Marx et Heidegger, et au fond, c'est la position deux fois intenable de Sartre, deux fois au cœur du XXe siècle. La question qui demeure pourtant dans ce double effort de radicalisation et dans cette double objection qui maintient Sartre comme une sorte de pilier au cœur du siècle, et aussi bien philosophiquement que littérairement et politiquement, la question qui demeure, c'est qu'est-ce que Sartre a perdu dans ce double effort de radicalisation? Ce que Sartre a perdu, me semble-t-il, c'est qu'il a transformé dans sa philosophie, et peut-être malgré lui, c'est évidemment très provocateur de dire ça, il a transformé ce qui était une relation vécue entre deux pôles opposés, la conscience et le monde, la subjectivité et les rapports sociaux de production. Il a transformé cette unité vécue en une contradiction indépassable. Bien sûr, la pratique dépasse toujours les contradictions théoriques, mais on ne fait pas sans risque, on ne transforme pas sans risque une unité vécue en une contradiction dialectique. Et d'une certaine manière, ce que je voudrais indiquer pour finir, seulement à titre de 3 remarques conclusives et des suggestions, c'est que ce qu'il y a de plus profond chez Sartre, ce n'est peut-être pas au fond les oppositions dialectiques entre les extrêmes, mais c'est sa saisie absolument miraculeusement perspicace, à la fois du moraliste, de l'écrivain et du philosophe, de l'importance des relations de l'homme et du monde, et des relations entre les hommes, d'où au fond tout sort quand même pour Sartre, mais qu'il a durci philosophiquement, peut-être précisément, aussi pour répondre à ces deux adversaires majeurs, à ces deux doctrines principales qui ont marqué le XXe siècle de leur empreinte, la phénoménologie, spécialement sous sa version heideggerienne, et le marxisme, de Marx, quand même, avant tout. En effet, on aurait dû le noter, et évidemment je l'ai réservé, et je vais faire donc 3 remarques. D'abord, philosophiquement. Philosophiquement, je dirais, aussi bien dans l'être et le néant que dans la critique de la raison dialectique, les passages peut-être les plus profonds, les plus importants pour nous aujourd'hui, sont ceux qui traitent des médiations et des relations. Les textes sur le pour autrui, mais aussi sur le temps, dans l'être et le néant. Peut-être aussi et avant tout la section de questions de méthode sur les médiations, d'abord l'enfance, puis les relations entre les hommes, qui sont à l'origine de la notion des groupes dans la critique de la raison dialectique. Et cette thèse de Sartre selon laquelle ce que nous acceptons avant tout du marxisme, c'est qu'il n'y a que des relations concrètes entre les hommes.
thèse admirable de la critique de la raison dialectique. Peut-être est-ce là le cœur de la philosophie de Sartre. Peut-être, et c'est ma suggestion évidemment un peu provocatrice, peut-être Sartre n'a-t-il fait que radicaliser l'idée que ces relations sont des relations entre des libertés et ce qui s'oppose à la liberté. Peut-être a-t-il cherché la liberté pure et le contraire pur de la liberté à partir de ces relations qu'il décrit toujours d'une manière absolument admirable, aussi bien dans les analyses du sadisme et du masochisme dans L'être et le néant, que dans les relations concrètes, dans la critique de la raison dialectique. Et encore une fois, la méditation sur l'enfance, qui est le vivre dans le non-savoir, la contradiction qu'on ne choisit pas, la situation qu'on ne choisit pas, dans les questions de méthode, est un des sommets, à mon avis, de l'œuvre de Sartre, et inséparable de l'écriture des mots. Bon. Deuxième point, c'est la dernière figure de l'écrivain que je voudrais évoquer. C'est l'écrivain des relations. Et l'écrivain des relations, c'est, à mon avis, l'auteur du théâtre. D'une certaine façon, l'auteur des romans. Et c'est la première figure de l'écrivain que j'ai évoquée. L'auteur des œuvres sur les écrivains. Le méta-écrivain. Celui qui produit le Saint-Genet, comédien et martyr. Celui qui écrit le Baudelaire, le Mallarmé, inachevé, le Flaubert, inachevé mais immense, et peut-être les mots lui-même. C'est la deuxième figure de l'écrivain. Entre les deux, j'ai sauté l'écrivain engagé que je rattache à l'écrivain de L'être et le néant. Mais il y a une autre figure de l'écrivain, c'est l'écrivain des relations entre les hommes dans le théâtre. Et la relecture, notamment des Mains sales, serait ici à poursuivre pour comprendre comment les termes opposés de la dialectique sartrienne, qui ont pu faire parler d'un ultra-bolchevisme de la part de Merleau-Ponty, entre autres ultra. Et c'est vrai que Sartre a été un ultra de la dialectique et un ultra de la liberté. Mais ces deux termes opposés se résolvent dans une série de médiations, et dès qu'il doit mettre en scène, sur l'espace du théâtre, des personnages en conflit, on n'a plus le Sartre qui se force lui-même, avec un plaisir non dissimulé, avec une sorte de double génie, dans une double extrémité, mais on a véritablement des relations éthiques conflictuelles et contradictoires, d'où ressortent à la fois l'absolu de la liberté et l'absolu de la contingence et de la contrainte historique, dans ce qui ne peut être autre chose qu'un drame, voire une tragédie, étrange reprise également dans les mouches du tragique grec au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Dernière remarque, cet écrivain de la relation, aussi bien philosophe que littéraire, il l'a été aussi existentiellement. Et c'est ici que la notion de moment doit reprendre sa portée profonde. Ce n'est pas seulement le génie solitaire du moment de l'existence. Ce n'est pas seulement l'adversaire critique de ce qui va devenir le moment de la structure, dans son opposition frontale et maintenue et tenace à Foucault ou à Lévi-Strauss, non sans d'ailleurs qu'il y ait des points de proximité très profonds. Sartre, c'est aussi le praticien, je dirais, de l'amitié et de la relation. Ici, le texte sur Merleau-Ponty, l'hommage à Merleau-Ponty, doit nous servir de boussole. Et ce n'est pas un hasard si on comprend toujours Sartre à travers des relations. Sartre et Aron, Sartre et Camus, Sartre et Merleau-Ponty, Sartre et X, d'une certaine façon. C'est que Sartre, en réalité, sorte à la fois de génie isolé, de penseur historique, d'incarnation du peuple, Sartre était aussi un homme de la relation. Et encore une fois, peut-être que le sommet du texte de Sartre, celui où se déploie son génie de la médiation tout autant que de l'extrémité, c'est peut-être l'hommage admirable à Merleau-Ponty, dont deux versions, on le sait, ont été écrites successivement et qui se placent au cœur de l'histoire du XXe siècle. Je conclurai donc en disant que, d'une certaine façon, c'est ce Sartre du mixte, ce Sartre de l'unité vécue des contraires dans une tension jamais résolue, et non pas ce Sartre qui est autant que ce Sartre quand même qui a poussé aux deux extrêmes, qui a tenu bon à la fois contre une ontologie sans homme concret et une dialectique sans liberté pure. C'est ce Sartre qu'il nous faut retenir, ce Sartre triple peut-être qu'il nous faut retenir. Pour conclure, je ferai une dernière citation de Sartre, qui jette un pont vers une de nos prochaines journées communes, non pas celle sur Camus, mais celle sur Malraux. En effet, dans la conclusion de son texte de 1966 sur les intellectuels, celui où Sartre, comme je le disais tout à l'heure, montre que l'écrivain est l'intellectuel par excellence, parce qu'il est par excellence déchiré, eh bien, Sartre montre comment... c'est précisément cette dualité vécue et mixte de l'écrivain que Malraux a bien comprise et à laquelle il se réfère finalement.
Je cite donc deux passages pour terminer donc de ce texte sur les intellectuels, sachant qu'on aurait pu également conclure sur, bien entendu, la dernière phrase des mots, hein, l'impossible salut rangé au magasin des accessoires, mais je conclus en citant ce passage. Il faut, au contraire, que la totalisation se fasse dans le non-savoir, et inversement, en tant que la vie est fondement de tout et négation radicale de ce qui la met en péril, la totalisation n'est pas passivement intériorisée, mais saisie du point de vue de l'importance unique de la vie. L'ambivalence, qui est le fondement de l'œuvre littéraire, serait assez bien marquée par une phrase de Malraux, « Une vie ne vaut rien, rien ne vaut une vie », qui réunit le point de vue du monde de derrière, produisant et écrasant chaque vie dans l'indifférence, et le point de vue de la singularité, qui se jette contre la mort et s'affirme dans son autonomie. Et on pourrait évidemment suivre je cite la dernière phrase, hein. Au lieu que les autres intellectuels ont vu naître leur fonction d'une contradiction entre les exigences universalistes de leur profession et les exigences particularistes de la classe dominante, l'écrivain trouve dans sa tâche interne l'obligation de demeurer sur le plan du vécu, tout en suggérant l'universalisation comme l'affirmation de la vie à l'horizon. En ce sens, il n'est pas intellectuel par accident, mais par essence. Précisément par cette raison, l'œuvre exige par elle-même qu'il se place hors d'elle, sur le plan théorico-pratique où sont déjà les autres intellectuels, car elle est d'une part restitution sur le plan du non-savoir, de l'être dans un monde qui nous écrase, et d'autre part, affirmation vécue de la vie comme valeur absolue et exigence d'une liberté qui s'adresse à tous les autres. Merci. Pardon pour le temps.